HCFR, le podcast tech. We know the air is unfit to breathe, food is unfit to eat. Salut les amis, je suis Clément, bienvenue dans la version 1.3 d'HCFR le podcast tech. Aujourd'hui, nous vous proposons un guide d'achat télé. Comme d'habitude, je suis accompagné de Patrice. Salut Patrice, comment vas-tu ? Salut Clément, très bien, merci. Pour cette émission, il nous fallait un spécialiste télé. François, alias Wool sur HCFR, a accepté notre invitation. Salut François. Salut, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. On te retrouve sur HCFR, notamment dans la partie UHD. Tu es un petit peu le spécialiste des références en la matière. En fait, étant donné que je suis passionné de ça, du coup, il a fallu créer une section spécifique pour éviter de se mélanger les pinceaux avec tout ce qui est Full HD. Et c'est une section qui est ouverte il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ouais, et qui tourne pas mal, hein, pour le coup. Ouais. On a créé, je crois, à peu près une quarantaine de liens déjà. Un sujet pour chaque gamme de ce qui était annoncé pour 2014. Et après, on a créé des sujets, on va dire, comparatifs, un sujet un peu spécifique par rapport à toutes ces gammes, pour bien choisir. Donc du coup, si vous avez des conseils à demander, toute l'équipe d'HCFR et le staff image se tiennent à votre disposition. Et ils vous répondront très gentiment, ils vous guideront dans vos achats. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer sur le forum image d'HCFR. Alors nous allons découper cette émission en 3 parties, avec une première partie dédiée aux différentes technologies liées aux écrans plats, une seconde partie qui vous donnera les clés pour bien définir vos besoins, ou plus précisément comment bien penser les conditions de mise en œuvre du matériel avant son achat, et enfin une dernière partie sur les téléviseurs de référence du moment, avec les offres pour vous guider éventuellement dans un futur achat. Allez, c'est parti. Alors commençons par la première partie. Il est vrai que ces dernières années, de nombreuses technologies sont apparues liées aux écrans plats. Certaines technologies disparaissent au profit de nouvelles. Et donc effectivement, pour s'y retrouver un petit peu mieux, on pensait qu'il serait intéressant de vous expliquer toutes ces technologies-là. Puis comme ça vous permettrait de un petit peu mieux comprendre ce qui se fait sur le marché. On va d'abord commencer par effectivement ces types de technologies. Alors il en existe pour le moment sur le marché 3. Les technologies LED, les technologies plasma et les technologies OLED. Sachant que, et ça Patrice va pouvoir nous en parler, puisque lui qui assistait au CES, Panasonic notamment, lui a bien précisé ce fait-là, c'est que les plasmas vont disparaître complètement de nos rayons. Donc peut-être Patrice, tu pourras nous expliquer un peu cette technologie. Oui. Effectivement, la technologie plasma, qui est la plus ancienne en fait des trois dont on vient de parler, là, LCD, OLED, et qu'on va développer un peu après, c'est la plus ancienne, mais c'est aussi celle qui est en voie de disparition. Enfin, il reste encore LG et Samsung qui continuent certains plasmas, mais on comprend très bien que les choses vont s'arrêter, surtout avec l'arrêt de Panasonic, qui était le dernier gros producteur de ces technologies-là. Bon, principalement pour 2 raisons qui sont d'une part, qui sont toutes les deux liées à la partie économie, d'énergie et ce qui va avec. C'est-à-dire que la technologie plasma, avec ces tubes fluorescents et ces cathodes, oblige forcément à avoir une alimentation électrique très conséquente. Donc on se retrouve avec des dalles, a fortiori sur des grandes tailles, qui consomment beaucoup, y compris en veille. Et évidemment, de nos jours, on essaie de diminuer cette partie-là. Donc ça, c'était le premier inconvénient et relativement important du plasma. Et le deuxième, c'est l'arrivée prochaine de définitions très importantes comme la 4K, bien évidemment, on en parlera certainement, et construire une dalle plasma UHD ou 4K relevait réellement du défi, à la fois pour ces problèmes de consommation électrique et puis la technologie qui était derrière. Donc les plasmas vont, selon toute vraisemblance, se cantonner au Full HD pour ceux qui restent et disparaître relativement rapidement. Voilà pour la partie plasma, Clément. Donc 2 autres technologies, une qui est un petit peu ancienne et puis
qui continue quand même à particulièrement bien marcher, c'est les écrans donc LCD ou LED. Effectivement, c'est maintenant la technologie la plus répandue, hein, c'est celle qu'on va retrouver, en tout cas là en 2014, sur la plupart de nos écrans plats, parce qu'elle a maintenant pris le dessus sur le plasma, en partie pour les raisons que j'ai évoquées. Là, on se retrouve effectivement avec un procédé relativement simple d'une dalle qui est composée de cellules liquides, donc, avec des pixels rouge, vert, bleu, ou des sous-pixels, parce que ça peut décomposer. Bon, bref. Il y a différentes variations sur la technologie LCD. Donc, on se retrouve avec une technologie qui est mûre, là, maintenant, qui a maturité, qui est bien maîtrisée par les fabricants, et qui couvre la totalité du marché, qui peut monter en résolution, hein, pour avoir des dalles UHD 4K, et qui maintenant a réussi aussi à s'approcher, enfin petit à petit réussi à s'approcher du plasma. Clairement, la différence principale est que le plasma va émettre, je simplifie un tout petit peu les choses, mais je pense que ça sera plus parlant pour tout le monde, mais dans le cas d'un plasma, la lumière est émise par les cellules. Dans le cas du LCD, la lumière est périphérique ou derrière, on en parlera peut-être un petit peu derrière, les cellules colorées l'écran, la partie LCD de l'écran, on a la lumière qui est derrière et qui va traverser ces cellules liquides. Et donc, par définition, la lumière devant traverser pour éclairer l'image, on va avoir relativement du mal à atteindre des bons niveaux de noir, puisque quand il va falloir diffuser du noir, enfin en tout cas afficher du noir, il faut qu'on bloque le plus possible la lumière qui est derrière, et donc on a du mal avec une technologie LCD. On retrouve le même problème d'ailleurs dans les projecteurs, rétroprojecteurs et compagnie. Et donc là, d'où la création de tout un tas d'artifices divers et variés pour augmenter ce rendu des noirs, notamment sur les LCD, pour s'approcher de ce que permettait d'avoir le plasma. C'est d'ailleurs pour ça que pendant très longtemps, le plasma a été la solution des cinéphiles, parce que c'était la technologie qui permettait quand même le meilleur rendu des noirs, et on a connu une époque où il n'y avait vraiment pas photo. Bon, maintenant, heureusement, les choses s'améliorent sensiblement avec le LCD. À ce sujet, d'ailleurs, on parlera de l'OLED un peu plus tard, mais il est vrai qu'au Vegas, où j'ai eu la chance de représenter HCFR, on a pu voir des démonstrations ou des mises en situation d'écrans de 3 technologies différentes, de plasma, notamment chez Panasonic, de plasma LCD, je dirais technologie courante, et de LCD un peu évolué. Et on s'aperçoit qu'en fait, les fabricants améliorent considérablement leur offre et les technologies qui sont derrière pour atteindre avec le LCD un niveau proche du plasma. Et c'est vrai que le résultat était assez bluffant. On était vraiment très proche d'un plasma, avec toujours une technologie LCD, puisqu'on peut quand même penser que la technologie LCD va continuer quelques années encore à être dominante sur le marché, avant qu'elle se voie éventuellement remplacée par la troisième, donc qui est l'OLED. Du coup, je te laisse parler de cette troisième technologie. En fait, l'OLED, c'est un peu le compromis plasma LCD. Alors, ça peut paraître bizarre peut-être aux puristes. C'est-à-dire que dans le cas d'un OLED, la partie de la diode émettrice va émettre sa propre lumière. Elle est composée évidemment, qui va en fait être son propre émetteur de la source lumineuse. Donc là, on a forcément un gain très intéressant, puisque si on ne veut pas émettre de lumière, au cas où on veut reproduire du noir, on n'excite tout simplement pas ce pixel-là, et donc on arrive à avoir un noir exceptionnel, surtout un contraste intra-image, donc entre les différentes parties de l'image, et comme en plus il n'y a pas de rétroéclairage, puisque c'est les cellules elles-mêmes qui émettent la lumière, on arrive à avoir des écrans extrêmement fins, et on peut même aller jusqu'à faire des écrans courbes, voire même à la fois concave et convexe, voire même
imaginer des écrans pliants. On a pu voir au CES des écrans qui se déforment tout seuls, qu'on peut arriver à plier. Bon, c'est un peu du domaine du gadget, certes, mais bon, pour montrer que la technologie ne bloque pas ce type de choses, donc au niveau des formes, qui peuvent être très diverses. Et évidemment, on peut aussi monter en puissance pour avoir des écrans de grande taille et de grande résolution avec la technologie OLED. Bon, malheureusement, la technologie OLED a pour l'instant deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est qu'elle est d'un coût assez important, puisque pour obtenir des dalles, notamment de grande taille, et donc bon, ben là, c'est aussi un problème d'échelle, de marché. Donc ça, la technologie va mûrir et on peut quand même supposer qu'on va bientôt avoir des écrans OLED avec des coûts relativement raisonnables et se rapprocher des plus hauts de gamme LED. Et le deuxième point qui est quand même important et qu'il faut souligner, c'est que les semi-conducteurs utilisés sont encore balbutiements et pour l'instant se dégradent relativement rapidement. Et donc les constructeurs sont un peu frileux à mettre sur le marché des produits qui pourraient présenter des défauts importants dans les quelques années qui suivent. C'est-à-dire si c'est 3 ans, 4 ans. Et on a compris quand même qu'il y avait un petit peu de réticence à ce niveau-là, notamment à ce CES. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous verrez qu'il y a très peu d'écrans OLED qui sont commercialisés. Ça viendra dans le futur, mais voilà. Pour l'instant, en gros, on peut schématiser avec ces 3 technos. Le plasma, qui était historiquement le meilleur rendu cinéphile, avec notamment des noirs très importants, mais qui tend à disparaître pour des problèmes de consommation énergétique et de difficulté à sortir une dalle haute résolution. Le LCD LED qui domine le marché actuellement et qui existe dans différents modes et avec des prix extrêmement raisonnables, mais on est obligé d'utiliser des artifices pour sortir notamment des noirs d'une qualité correcte. Et enfin l'OLED qui semble être la terre promise, mais qui a besoin encore un peu de temps pour atteindre le marché grand public, pour le moins, mais même au cinéphile. Effectivement, on peut dire que là, sur les téléviseurs actuellement disponibles, les seules références qui existent aujourd'hui à l'achat, ce sont des écrans LCD LED, quoi. Pour la plupart, enfin, pas tout à fait, parce que certains constructeurs, notamment Samsung et LG, notamment LG, ont des OLED dans leur catalogue, mais c'est quelques références à comparer à des centaines de références d'écran LED. Donc du coup, on va un petit peu développer la technologie LCD LED, puisque effectivement, c'est un petit peu là où on trouve de multiples références, notamment sur le type de dalle et sur le rétroéclairage. Et donc pour s'y retrouver un petit peu et mieux comprendre comment tout ça fonctionne, il faut un petit peu rentrer dans les détails. En fait, sur le LCD LED, on peut retrouver plusieurs types de rétroéclairage. Donc, le plus présent, actuellement, c'est le Edge LED. Donc, Edge LED, qui veut dire, en gros, pour faire simple, c'est qui est autour du cadre, en fait. Voilà, c'est-à-dire que les LED sont en périphérie Voilà. de la dalle, sur les côtés, tout autour. Les LED qui transmettent la lumière, qui va traverser le LCD pour animer les couleurs, sont donc tout autour de la dalle, avec pour principal inconvénient de pas pouvoir gérer l'éclairage dans des zones particulières. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est donc la technologie qu'on retrouve le plus. Après le Edge LED, il existe d'autres types de Edge LED avec local dimming, c'est-à-dire que on retrouve le rétroéclairage en périphérie, mais on le retrouve aussi au milieu de l'écran, ce qui permet de pouvoir effectivement avoir certaines zones éclairées ou non, quoi. Ouais. Bien sûr, ouais, ça permet de découper beaucoup de zones. Et l'avantage aussi, de ce qu'on n'en a pas parlé aussi, c'est que la problématique avec le rétroéclairage Edge LED, c'est que ça génère aussi du clouding. Alors le clouding, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait des nuages lumineux qui apparaissent sur une image sombre, par exemple, qui sont souvent problématiques sur ce type d'écran.
et qu'on va beaucoup moins retrouver sur des écrans de type Full LED par exemple. Voilà. Full LED, du coup il y a des LED, on va dire sur toute la surface de l'écran, ouais. Tout à fait, ouais, c'est ça. Donc on va dire c'est le rétroéclairage, on va dire au-dessus du local gaming. Mais après on n'a pas forcément un meilleur résultat des fois, tout dépend les constructeurs, les fabricants. Ouais. Après pour en revenir au clouding, après ça défaut peut venir aussi du montage. On peut avoir des défauts de clouding à cause de ça aussi. C'est un peu la loterie, on peut tomber sur un modèle où il y en a et d'autres pas, donc c'est assez compliqué. Donc. Du coup aujourd'hui en termes de rétroéclairage, qu'est-ce qui se fait de mieux? Actuellement, ce qui se fait de mieux sur les écrans haut de gamme, on retrouve surtout du Edge LED en local dimming. Après, on verra. Bon, on a eu déjà sur du Full HD, on a déjà eu du Full LED, par exemple, qui était au top. Et maintenant, le Full HD est dépassé par l'Ultra HD. Et pour l'instant, en Ultra HD, il n'y a pas de modèle où on retrouve un rétroéclairage Full LED. Pour l'instant, c'est que du Edge LED fait en local timing. François, que ça c'est important de le signaler à nos auditeurs, c'est que on est un peu dans une transition technologique là, en tout cas en termes de résolution. On est le Full HD, technologie mature, mais on arrive maintenant sur l'UHD 4K avec donc 4 fois plus de pixels que sur du Full HD. Et là, les plus meilleurs, on va dire, ou les écrans qui ont les technologies les plus avancées en Full HD sont en fait du LED avec local dimming, permettent d'avoir, pour faire court, quasiment une LED par pixel à l'arrière de la dalle, et de pouvoir gérer l'allumage ou la variation de lumière de ces LED de façon très très localisée. On n'a pas encore ça sur les technologies UHD, je pense que c'est important de le souligner. En UHD, pour l'instant, on est uniquement en Edge LED avec local dimming, donc avec un éclairage périphérique. Et on peut supposer, on en a parlé au CES, mais j'avoue que les fabricants ont été très discrets là-dessus. D'ailleurs, il était extrêmement compliqué de savoir quand un écran était Edge LED ou Full LED. Et évidemment, dans le cas du UHD, c'était que des Edge LED, mais ce n'était pas dit. Il fallait vraiment leur arracher l'information pour le savoir. Bon, on se doute bien que le Full LED va arriver sur l'UHD dans quelques années, mais enfin, pour l'instant, c'est pas le cas. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que l'écran n'est pas de bonne qualité. Mais en UHD, il me semble que en fait, ça sera à l'IFA, normalement, c'est chez Panasonic, je crois, le AX900 là, qui va être présenté, sera Full LED. Voilà, et je savais même pas que l'information avait déjà filtré. Donc... Voilà, mais par contre, il me semble aussi que chez Sony, en fait, la gamme UHD européenne est Edge, et par contre, il y a un modèle, il me semble, étranger, qui est full LED, qui est vendu à l'étranger, mais pas en Europe, en fait, il me semble. Alors pourquoi ils ont fait ça, j'en ai aucune idée, je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, déjà, il y a Pana qui va présenter normalement à l'IFA un modèle. Et on en verra certainement d'autres, je pense. Hein. De toute façon, c'est d'une suite logique. Hein. Bien évidemment, les meilleurs téléviseurs UHD vont passer en Full LED relativement rapidement. Et d'ailleurs, on pourra faire la comparaison. On verra s'il y aura un gain énorme ou pas, ou si on verra d'ici là si ça vaut le coup de passer sur du full ou pas. Et le full LED va avoir aussi des problèmes. Je crois que le full LED crée des halos aussi, à confirmer sur les futures gammes. On va dire, il n'y a pas vraiment, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de technologie parfaite. C'est toute technologie à ses défauts. À ses défauts, ouais, malheureusement. On parlait de OLED, mais le OLED aussi, il y a un gros défaut en plus de destruction des cellules. Ouais, tout à fait. Il y a aussi apparemment les dalles ont tendance à marquer aussi. C'est un défaut que les placements ont depuis tout le temps. Alors apparemment, d'après les premiers tests de les numériques, effectivement, si les dalles OLED marquent, le marquage disparaît.
Ouais. la dalle ne reste pas brûlée, donc Ouais, c'est ouais, quand c'est même pas comme le relativement plasma, rassurant. Ouais. 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 Sur les fiches aussi techniques, on retrouve différentes informations, et c'est vrai que parfois on a un petit peu du mal à s'y retrouver quand on ne s'y connaît pas très bien. Alors là, peut-être je vais m'adresser à Patrice. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, notamment, qu'est-ce qu'on entend par contraste, luminosité, gamma Le contraste, pour faire court, c'est l'écart de luminosité qu'on a entre noir le plus profond que va faire l'écran et le blanc le plus lumineux. Et donc, on va surtout parler d'un ratio de contraste, c'est-à-dire c'est l'écart des deux. Et donc, bien évidemment, plus ce ratio est élevé, plus on va avoir un écran, on va être en présence d'un écran qui va être capable d'avoir une certaine dynamique d'image et un rendu image fort contrasté, c'est-à-dire avec une forte différenciation et des niveaux de rendu très importants entre le noir le plus dense et le blanc le plus lumineux. Voilà ce qu'est le contraste. La luminosité, je crois que c'est pas très compliqué à comprendre puisque c'est évidemment la capacité à rendre de la lumière, donc à renvoyer de la lumière ou à émettre de la lumière selon les technologies employées. Bon là, de façon relativement schématique, on pourrait dire ça pourrait être simple parce qu'il suffit de mettre une forte puissance lumineuse sur nos fameuses LED, qu'elles soient Edge ou LED, c'est-à-dire derrière les cellules. Le problème, c'est qu'évidemment, on va se retrouver avec on peut se retrouver avec un ratio de contraste relativement faible, puisque si on envoie beaucoup trop de lumière, les cellules vont pas être capables d'occulter cette lumière dans le cadre des noirs, et donc on va se retrouver avec une image un petit peu délavée. Donc tout le jeu des constructeurs est de trouver le bon compromis entre la puissance lumineuse et le rendu de l'image avec le contraste et le jeu sur les noirs. D'où l'adoption par exemple du local dimming qui va éteindre les LED qui éclairent l'écran, les cellules LCD sur certaines parties de l'image ou certains côtés de l'écran, parce que l'image qui est à représenter est plutôt sombre sur un des côtés de l'écran. Eh bien, on va éteindre ces lumières-là, donc pour renforcer le niveau de contraste. Voilà. Et puis le gamma, grosso modo, c'est la capacité à reproduire les couleurs, pour faire court là encore. Hein. Donc on a un gamut, c'est-à-dire on a un ensemble des couleurs à reproduire qui est défini par différentes normes, enfin notamment la norme REC 709 pour ce qui concerne la HD. Et on va avoir la coefficient qui va nous permettre de s'approcher du théorique idéal qui est le gamma du cinéma pour la pellicule initialement, originellement, pour avoir la plus grande fidélité des couleurs. Et donc, les écrans vont avoir, si possible, des réglages de gamma, et ça va nous permettre d'affiner le rendu de l'écran en jouant sur la luminosité, sur le contraste, sur le gamma, pour obtenir une image, notamment cinéma, la plus fidèle possible. Voilà pour schématiser un peu les trois concepts. On reviendra certainement en détail sur les définitions techniques de l'image dans un podcast tech futur. Oui, Voilà. bien sûr, on n'y manquera pas. Donc on en a terminé avec cette partie technique. On va maintenant passer à une partie qui nous, sur HCFR, nous tient vraiment à cœur, c'est la mise en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a de cesse de le répéter dans les différents podcasts qu'on vous propose. Il est d'abord important de bien penser sa salle, son espace de vie, ou peu importe, mais l'espace dans lequel vous allez regarder votre télévision pour optimiser en fait l'image. Alors effectivement, on avait parlé d'essayer d'être dans une salle avec le noir complet le plus possible, éviter les sources de lumière, et puis aussi optimiser pour le son, c'est-à-dire éviter toutes les vibrations qui pourraient être engendrées par des bibelots ou autres. Alors aujourd'hui, on se concentre plus sur l'image, puisque c'est l'objet du podcast. Alors la première question souvent qu'on se pose, c'est où mettre sa télé. Parce que on peut avoir des sources de lumière, des fenêtres, etc., etc. Alors peut-être, Patrice, est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu les éléments fondamentaux Oui, alors effectivement, c'est vrai que dans le précédent podcast tech, si je ne dis pas de bêtises, on a un peu parlé de
de débuter un home cinéma, et là on est quand même sur HCFR, on est quand même dans la même démarche du cinéma à la maison, mais ce coup-ci avec un écran, particulièrement centré sur les écrans plats. Donc bien sûr les mêmes préceptes, c'est-à-dire d'avoir une pièce plutôt sombre, mettre en place les meilleures conditions pour regarder l'écran. Bon, je dirais que la principale chose, l'avantage qu'on a avec ces écrans, c'est que on a quand même, justement, on parlait de luminosité tout à l'heure, on a quand même une puissance lumineuse qui est bien supérieure à d'autres technologies. Et donc, les écrans plats de nos jours permettent de rendre une image de très bonne qualité, même dans une pièce relativement claire, et même en pleine journée. Ça, c'est quand même un gros plus par rapport à d'autres technologies. Néanmoins, il y a quand même un paramètre important, c'est les reflets, parce que les dalles d'écran plat sont d'une verre ou en d'autres technologies qui vient protéger en fait le réseau de LED qui est à l'écran, de LED ou OLED ou voire plasma. Et malheureusement, qui dit verre dit lumineuse. Et donc, il est quand même important de positionner son écran de façon à ce qu'il y ait le moins de réflexion possible. Donc, éviter les surfaces vitrées dans les degrés de l'écran, parce qu'il va y avoir une source de réflexion, ou les sources lumineuses, donc lampe, lustre et compagnie, en direct, parce que ils vont directement se voir vers l'écran. On a certainement tous vécu ça en voyant le plafonnier réfléchi dans notre écran. Évidemment, on va éteindre le plafonnier, mais on peut pas toujours éteindre la source de perturbation et de réflexion. Ça peut être une baie vitrée, ça peut être une armature métallique de mètres ou que sais-je. Donc, voilà, on va mettre un petit rideau qui va cacher l'élément qui va éviter ces réflexions. C'est en gros le principal souci. Le deuxième je dis était parce que c'est plus trop le souci de nos jours, c'était l'angle de vision qui était pendant très longtemps sur les LCD le problème, puisque dès qu'on s'écartait un peu trop de la perpendiculaire de l'écran, on avait des fortes différences de rendu. De nos jours, il y a évidemment encore des particularités, mais globalement, l'angle de vision n'est plus vraiment un problème. Sauf peut-être cas particulier d'être vraiment à l'extrême. Les écrans ont fait de tels progrès que l'angle de vision n'est plus un critère. Parfois, les choix de conditions de mise en œuvre sont un peu limités. Et donc, c'est un peu ce qui conditionne, c'est au moins ce qui doit conditionner le choix de l'écran. Donc, du coup, François, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce qui, derrière, tous les critères qui permettent de choisir le bon écran ? Pour donner une idée, déjà, on essaye de voir à peu près le recul qu'on peut avoir. Selon le recul, on peut déjà choisir la taille d'écran. Après, la taille d'écran peut jouer aussi sur la résolution. Sur un Full HD, on aura tendance à peut-être se placer un peu plus loin, et sur l'Ultra HD, un peu plus près. D'ailleurs, j'ai effectué un tableau là-dessus qui permet de voir ce qu'il faut prendre et pas prendre. Est-ce que tu peux nous donner un exemple ordre d'idée, par exemple, est-ce qu'avec 2 mètres de recul, par exemple Par exemple, sur de Full HD, en fait, si je regarde mon tableau, 2 mètres, on peut basculer en Full HD. Sur un 40 pouces, c'est-à-dire minimum 32 pouces, et maximum, on sera à peu près à 46 pouces. Alors que l'Ultra HD, 2 mètres, l'Ultra HD se regarde à partir d'une taille de 55 pouces jusqu'à 65 pouces. Ça fait très grand. Mais pour donner une idée, entre 55, 58, 60. Si on veut acheter un écran Ultra HD, qu'on a un énorme recul, ça peut coûter très très cher. Par exemple, si on a un recul de 3 mètres, faudrait avoir un écran de à peu près 75 pouces, quoi. 75 pouces, c'est un petit peu... C'est bien sûr, on parle en termes d'optimisation que vous pourrez très bien vous satisfaire à 3 mètres de recul de 65 pouces. Oui, tout à fait. En fait, ce que je veux bien faire comprendre, c'est que si on est trop loin, ça vaut pas le coup d'acheter un écran Ultra HD, parce que du coup, on verra pas la différence avec un full, puisque les écrans UHD sont faits pour être regardés de près. Donc c'est pour ça qu'il faut bien prendre ça en compte avant l'achat. Déjà savoir le recul qu'on a, si on veut un écran Ultra HD, savoir si avec ce recul, est bien optimisé ou pas pour notre vision.
effectivement, bon, on a les tailles optimales. On va dire que, évidemment, l'Ultra HD va permettre de se rapprocher de l'écran ou de façon, on voit ça sur un aspect coût achat, d'acheter un écran plus petit. Bon, néanmoins, si on est dans une optique cinéma, il est évident que plus l'écran est grand, meilleure sera l'immersion. J'imagine mal, les gens ont forcément un recul de l'ordre de 2 mètres, peut-être un poil moins dans certains cas, mais je pense que la grande majorité des gens sont aux environs de 2 mètres de leur écran, voire plus. Donc, si on veut avoir une certaine immersion, c'est clair que ce sont les écrans de 55 à 65 pouces qui seront les plus prisés. Et comme par hasard, c'est vraiment le cœur de cible des fabricants. Et c'est là qu'on a la gamme la plus en Ultra HD, bien évidemment. Voilà. Mais bon, en matière d'image, moi, je suis féru Du très grand. très grand. Emma a eu la chance de voir, a pu voir l'écran que j'utilise ici. Et il fait pas loin de 4 mètres de base. Enfin là, on est sur de la vidéoprojection, hein, donc Ouais, en forcément, projection. C'est pas encore, c'est pas de la Ultra HD d'une part et c'est pas de l'écran là d'autre part. Moi, l'immersion est quand même très importante. Bah ouais, 4 mètres, ouais. On est dans une autre dimension, hein, c'est clair. Ouais, Donc, et en fait, avec un recul de combien? T'as un recul de combien pour 4 4 mètres? mètres, pareil. Ah ouais, 4 mètres, ouais. Ouais, ça. Ah ouais, c'est nickel. Mais par exemple, moi, mon écran, le Sony, là, j'ai acheté le dernier Sony Ultra HD, le X9005B en 65 pouces. Je suis à 2,50 m et c'est vraiment parfait. Il faudrait pas que je sois à 4 mètres parce que je verrai pas les détails, en gros. Ouais. Oui, bien sûr. Mais par contre, j'aurai un Full HD, je verrai plus les défauts à 2,50 m. Donc c'est pour ça que l'Ultra HD a vraiment l'avantage de pouvoir se regarder de près sans pouvoir voir les défauts pour autant, en fait. Donc c'est vraiment un gros avantage. Par contre, il y a un problème majeur qui se pose, c'est qu'effectivement aujourd'hui on a donc accès à des écrans ultra haute définition, mais il n'y a aucune source, ou quasiment aucune source qui permet d'avoir du contenu UHD. Attention, ça va venir effectivement, mais la grosse problématique qui se pose, et ça on en a déjà discuté avec, notamment avec Patrice, qui à chaque fois râle sur le sujet, mais c'est vrai que faire passer par exemple de l'UHD via nos box ADSL, à l'heure actuelle, c'est impensable. Quelle hérésie. Vous faites de la bande passante pour ça. Mais bon. Alors, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de source UHD, à part quelques démos qu'on peut trouver de ci, de là. Bon, évidemment, on sait que ça va venir. On a là aussi pu voir pas mal de démos d'émissions en 4K UHD au CES, avec notamment la compression PC. Qui permet de... Certes, les débits sont bien sûr bien supérieurs à la Full HD. Le procédé de codage permet d'amoindrir l'impact sur la bande passante et de pouvoir faire passer cela sur notamment de la technologie câblée ou satellite. C'était ce qui était démontré à CES. Ça arrivera peut-être dans nos box DSL françaises un jour. Certainement une source de diffusion 4K. Il va y avoir des tests pour le mondial, bien évidemment. On est au balbutiement et je pense que bien malin serait celui qui pourrait dire qu'est-ce qu'on va avoir et quand. J'avoue que j'y crois moyennement à l'arrivée, en tout cas en quantité de 4K par ce moyen-là. Je suis loin d'avoir la science infuse. Restera non, mais il y aura à côté de ça, bien sûr, le probable Blu-ray 4K bientôt. On attend une annonce peut-être au CEDIA pour quelques spécifications et une vraie annonce au CES viendra là dans quelques mois. Il parlait pas de l'IFA, non, d'ailleurs? Non, si, bon, l'IFA pourrait être le déclencheur, on va dire, peut-être. J'avoue que j'en doute parce que le calendrier des constructeurs n'est pas favorable et puis le CEDIA, qui est quand même plutôt le salon de ce type de choses, a lieu la semaine suivant l'IFA. Ouais. Je suis à peu près certain que les fabricants vont attendre le CEDIA. Mais bon, oui. En septembre, normalement, on devrait avoir déjà... ne serait-ce que les spécifications ou les embryons d'informations pour ce futur Blu-ray 4K. Je pense néanmoins qu'on ne verra pas de démonstration ou de produit, si je puis dire, avant au moins le CES. Mais ce sera bien sûr le
il y a, pas si on peut dire ultime, mais enfin, néanmoins, pour l'instant, et pour quelques temps encore, parce que même s'il est annoncé dans quelques mois et qu'il est disponible dans quelques encore gros mois, un an peut-être, ça sera vraiment pas pour tout de suite. Et puis le relative contre-performance du Blu-ray fait que les constructeurs sont quand même assez frileux. Pour l'instant, il n'y a pas de 4K du tout, ni en diffusion hertzienne, ni satellite, a fortiori sur les box, et même pas encore en support physique. Donc, le seul moyen d'avoir de la 4K, ben, c'est de faire de la fausse 4K, Mise à l'échelle, ouais, partir d'un signal Full HD et de faire un upscale, une mise à l'échelle de ce signal, avec toutes les différentes possibilités d'upscaling qui existent. Et là, c'est assez amusant parce que pour un retour historique, les anciens d'entre vous se rappelleront de l'arrivée de la HD, des écrans ou des projecteurs HD, avec très très peu de sources. Le Blu-ray ou le HD DVD n'existait pas encore. On a connu à peu près la même chose. Et tous les fabricants rivalisaient d'astuces pour avoir à l'échelle, un upscaling en anglais, de belles factures. Un semblant de HD, ouais, bien sûr. Voilà, et on retrouve la même chose en UHD, en 4K. J'ai toujours un peu de mal avec le terme UHD, donc avec de l'upscaling. Le gros avantage, c'est que les technologies d'upscaling se sont grandement améliorées, de même que la puissance, parce que c'est évidemment du traitement d'image, tout simplement, si je puis dire. Les processeurs, ouais, bien sûr. Et donc voilà, avec les processeurs qu'on a maintenant et les capacités techniques embarquées dans une télé ou dans un écran plat, on arrive à avoir un traitement extrêmement poussé et des choses vraiment bluffantes. On n'a pas réellement pu faire de comparaison, mais on a pu voir quand même un petit peu, notamment au dernier salon SPAT à Paris, entre de la vraie 4K, certains extraits et le même film en Blu-ray à travers l'upscaling. Bon, c'était chez Sony, avec des résultats assez intéressants. Et voilà, bon, ça sera de toute façon un palliatif temporaire, sans qu'on puisse connaître la durée du temporaire, mais bon, voilà, il n'y a pas de source. Bah ouais, mais la mise à l'échelle aussi dépend de la source. Donc en gros, donc je l'ai bien vu par exemple sur le Hobbit, les deux là, la mise à l'échelle est vraiment superbe parce que bon, on va dire le Blu-ray à la base est très très bon sur des sources comme ça, on va dire c'est très 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 bien quoi. Bien sûr. Et là aussi, on retrouve les mêmes choses qu'on a connues à l'époque du DVD, passage DVD HD, avec bien évidemment à l'époque les meilleurs DVD qui étaient ceux qui avaient leur rendu le plus récent en upscaling. Et ça, c'est la même chose avec la Full HD. Donc c'est sûr qu'avec un Blu-ray haute facture, de belles factures comme le Hobbit et plein d'autres, on a des résultats assez bluffants et avec un peu moyen ou de la diffusion HD de type satellite ou box, c'est encore pire. Bah, Sony a sorti d'ailleurs quelques Blu-ray dont l'appellation est en fait Mastering 4K. Donc ouais, ils sont faits à partir de master 4K et qui seront faits spécialement justement pour la mise à l'échelle. J'ai pas eu encore trop le temps de tester. On va dire sur Godzilla, c'est un vieux film donc c'est pas terrible. J'ai pas pu tester, on va dire sur Spider-Man ou des trucs comme ça un peu plus récents. Mais d'après les tests, c'est assez concluant quand même aussi. C'est pas mal. Et d'ailleurs, ça sera, enfin, c'est d'ores et déjà, mais ça sera aussi, et c'est quelque chose dont il vous faut tenir compte dans les critères de choix de l'écran. Il y a aussi la qualité du traitement interne. Des mises à l'échelle, ouais. À l'échelle et les différents traitements vidéo qu'il peut y avoir, qui vont faire la différence. On des traitements intégrés, très belles factures. On va dire japonais et coréen, on va dire. Hein. C'est Sony, Panasonic et LG et Samsung. Tout à fait. Et dans les fabricants chinois, c'est là qu'on va avoir le plus gros écart. Donc attention quand vous avez il peut y avoir un écran de très belle facture avec un beau rendu d'image sur de la 4K. Et il est très probable que l'économie aura été faite sur la qualité du traitement, ce qui n'est pas forcément rédhibitoire, mais ça veut dire que le traitement, vous allez devoir le faire ailleurs, parce que votre télé va le faire peu ou pas du tout. Et donc, il va vous falloir à l'échelle, peut être un lecteur
qui va faire lui de l'upscaling. Ça peut être aussi un ampli audio-vidéo. Hein. Ça peut être un ampli audio-vidéo. Ça Et embarque là des aussi, petits scalaires, ouais, bien sûr. je vais faire mon vieux papy en rappelant les années 2006 à 2008 en gros, où on retrouvait énormément de tailors, boîtiers, qui simplement prenaient un signal vidéo en entrée et en généraient un en sortie, généralement de la basse définition en entrée et de la HD en sortie. Et bien là, probable qu'on va fleurir quelques boîtiers de ce type, de la HD, enfin de la Full HD en entrée et enfin, de l'upscaling, hein, bien sûr, de la mise à l'échelle 4K. En attendant d'avoir des sources, les procédés d'upscaling ça reste quand même une solution intéressante pour pouvoir avoir du contenu UHD à partir de sources Full HD, quoi. Et c'est malheureusement un passage obligé. Ben oui, mais pour avoir une bonne mise à l'échelle, il vaut mieux opter pour un bon écran. En fait, étant donné qu'il n'y a pas de source, bah, on va faire de la mise à l'échelle, donc il faut de bons processeurs et de bons traitements quoi, à la base. Si on prend par exemple un produit chinois, peut être très très alléchant sur une démo, ils peuvent mettre une démo UHD dessus, donc pour voir l'écran, bon, super. Et après, dès qu'on va tourner sur de la TNT ou des trucs comme ça peut être vraiment la grosse catastrophe. Donc on peut être assez déçu. Bien sûr, François, et ça, il faut que vous en soyez bien conscient. Et néanmoins, je ne suis pas non plus en train de vous dire acheter. Non, telle et telle coréen. marque, mais bon, acheter coréen et pour être sûr déjà. Sur de l'écran UHD, il vaut mieux acheter du moyen de gamme, etc., et pas prendre du premier prix, voilà. Ouais, mais voire même. À ce moment-là, il vaut mieux acheter du Full HD à prix équivalent. C'est toujours mieux que de prendre de l'UHD premier prix, quoi. Ouais, oui, tout à fait. Oui, mais tout à fait. Si nos auditeurs et lecteurs d'HFR sont éduqués par nos soins, ils sauront aussi qu'on peut très bien choisir matériel, on va dire, d'entrée de gamme, en tout cas un prix. Mais dans ce cas-là, le traitement sera très probablement anémique, voire inexistant, et il faudra le confier à autre chose. Oui, mais ce qui implique nécessairement un investissement qui aurait pu être fait directement à l'achat du téléviseur en achetant un téléviseur moyen ou haut de gamme, quoi. Ouais, du coup, il faudra certainement investir dans une platine Oppo qui fait lecteur Blu-ray, scaler, tout ça. C'est une platine où on peut rentrer par exemple des sources et en entrée et il ressort, voilà. Et du coup, cette platine permet de faire le traitement à la place de l'écran, quoi. Ouais. Mais avec un ticket d'entrée à 600 €, mais bon, ce que tu vas gagner d'un côté, tu vas peut-être un peu le perdre de l'autre, quoi. Du coup. Tout à fait. Alors, du coup, il vaut mieux peut-être prendre y mettre un petit peu plus le prix et être tranquille, quoi, derrière. Oui, bien sûr. Mais n'oublions pas quand même que un certain nombre de nos amis sur HFR ont déjà ce fameux lecteur magique ou un ampli home cinéma qui fait la mise à l'échelle, ouais, bien sûr. Fait la mise à l'échelle et qui peut être pour eux intéressant. On a vu des choses vraiment pas mal du côté de, si je me souviens bien, de AIR, Au Shangong, en fait, actuellement, il y a le forum Shangong, là. Bon, il y a pas mal de monde qui l'ont acheté. Et pareil, il y a certains qui tournent avec des amplis. Ils en sont très, très, très satisfaits. Bon, après, au niveau des couleurs, c'est peut-être pas super, voilà. Mais bon, après, c'est peut-être des personnes qui... Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce cas-là, on rentre dans la problématique de traitement et ça complexifie quand même la mise en œuvre par rapport à des écrans créer un traitement bien intégré. Ceci, évidemment, n'étant vrai que jusqu'à la sortie de sources 4K ou UHD de façon démocratique, mais bon, on sait que c'est malheureusement pas pour tout de suite. Par contre, je voulais venir à un point. Il y a Sony qui a annoncé donc un lecteur multimédia là pour août-septembre. C'est le FMP X5 à la base pour accès à Netflix là qui arrive tout juste en France. Donc on aura du streaming UHD. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Par contre, aux États-Unis, ils ont déjà accès à 200 films du catalogue Sony en UHD. Donc on espère avoir accès à ces films très bientôt via cette plateforme. On en saura plus pareil d'ici cet été. Il y a Samsung aussi qui apparemment propose un disque dur avec quelques films dessus en UHD. Donc pareil, ça a été annoncé, ça a été confirmé pour l'Europe. Il faudrait qu'on se renseigne, mais ça commence à arriver, des films UHD commencent à arriver avant le Blu-ray. Après, ça sera certainement l'UHD légèrement en dessous du Blu-ray. Donc, certainement en dessous, ouais, même. Ouais. Après, le son certainement sera en dessous.
En Oui, tout cas, en ça a été attendant, annoncé. Ouais, ça a été annoncé. Normalement, à la fin de l'été, on en saura déjà plus. Je sais que par exemple, moi, mon Sony, il y a Netflix qui est intégré. Il se peut que par des fonctions de ce lecteur multimédia soit intégré à mon écran. Je pense que j'ai même pas besoin d'acheter ce type de boîtier. Déjà essayé quelques démos et tout, et la plupart des démos UHD passent déjà. Le lecteur multimédia est très 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 bon déjà. Pour les sources, on n'a pas grand chose pour l'instant, mais par contre, ça devrait pas trop tarder, quoi. pour conclure sur cette partie-là, un mot sur le son quand même, puisque bon, sur Home Cinéma FR, le son prend enfin, une certaine importance, hein, C'est forcément. important, oui. Alors, sans parler bien sûr d'achat d'un système 5.1, je crois, François, que ton expérience avec ton Sony te satisfait quand même beaucoup. Carrément, j'ai pris le Sony X9005B pour ça d'ailleurs, parce que d'après les tests, il était équipé d'un très bon son d'origine. Donc, tout de même à confirmer. Donc, je peux le confirmer. Oui, il y a un très très bon son. Du coup, j'ai un home cinéma aussi, quand même du bon son. Le son de la télé me suffit. Du coup, on peut monter très très haut. C'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Pour une télé, franchement, j'avais jamais vu ça. Mais du coup, l'écran est plus épais aussi. Et, il embarque quand même deux caissons. Bon, s'il embarque, c'est quoi? C'est des haut-parleurs à fluide magnétique. Ça marche très très bien. Je suis agréablement surpris. Franchement, dans les matchs de foot, les jeux vidéo, tout, c'est vraiment très très performant dans tous les domaines. Donc franchement, et puis d'ailleurs, c'est le seul écran qui fournit un son comme ça. Ouais. Les concurrents, on va dire, proposent des écrans fins, super design, tout ce que vous voulez, mais par contre, le son reste quand même limité. Ce qui est important de noter, c'est que pour nos auditeurs, c'est que l'écran dont on parle est un écran quand même un peu particulier, puisqu'il est équipé de très bons systèmes audio latéral, c'est-à-dire de chaque côté de l'écran, qui prend quand même une certaine place, bien évidemment, il faut bien caser le parleur, et qui prend une certaine hauteur, puisqu'il faut bien, pour reproduire du grave, il n'y a pas 36 000 solutions, hein, il faut avoir du volume. Donc, le résultat sonore, enfin, j'avoue ne pas l'avoir entendu, mais est Je trouve que c'est assez bluffant quand même. Hein. C'est assez bluffant. est très très bon. Mais comme le disait François, c'est quand même au prix d'un esthétisme qu'il faut accepter et mais aussi d'une épaisseur Certaine, ouais. Pour ma part, il est conséquente. fixé au mur. Ouais, il est fixé au mur et bon, moi, j'ai eu tout un tas d'écrans et bon après, il n'est pas collé au mur, c'est vrai, mais par contre, c'est vrai qu'il est quand même esthétique. Hein. C'est vraiment la pièce maîtresse, on va dire, dans la maison. Ouais, mais c'est quand même un parti esthétique particulier, parce que c'est vrai que voilà. Bah, on aime ou on n'aime pas. Après, par exemple, tu peux peut-être pas s'embarrasser de home cinéma, de BAF ou de trucs comme ça. Il peut tout à fait acheter la télé, cette télé-là. Et puis, du coup, c'est quand même. Ce qui est important à noter, c'est-à-dire que on peut, là, ça va dépendre de votre équipement, bien sûr, mais si effectivement vous avez déjà une partie sonore relativement développée, ou si vous remplacez un écran de plus petite taille par un écran, par une grande taille, enfin, il faut juste retenir que, les grandes lignes, c'est que la qualité sonore ne va malheureusement pas avec la finesse et l'esthétisme de l'écran. Et il faut donc trouver le bon compromis. Sony semble l'avoir trouvé avec cette série-là, puisqu'elle intègre de belle façon un bon système audio. Les autres sont pas tout à fait dans cette démarche. Et donc, il va falloir leur adjoindre quelque chose, parce que une barre sonore, le rendu sonore des écrans est assez anémique. Mais par exemple, dans mon cas, moi, je suis équipé aussi d'un cinéma, de système sonore, sans problème. L'avantage, par exemple, si par exemple ma femme ou ma fille veut regarder n'importe quoi, elles ont juste allumé la télé et il y a directement le son. Elles n'ont pas besoin de se compliquer la vie à allumer l'ampli, chercher la source ou machin. C'est quand même la facilité. Hein. Elles allument et elles ont directement le son. Oui, mais ça, on le remplace par un bon système de domotique qu'on va découvrir sur HCFR, c'est pas un souci. Oui, tout à fait. Mais après, moi, en fait, ce que je regarde, c'est quand même la facilité d'utilisation aussi. Par rapport à ma fille, elle est capable de l'allumer. Elle a 5 ans et demi, elle sait l'allumer.
elle sait changer les chaînes, elle sait monter le volume, voilà. Et après, moi, dans mon utilisation, par exemple, je vais regarder un film, là, je vais rajouter mon système son à côté. Bon, ça permet de faire un petit peu ce que je veux, quoi. Et ça permet aussi que, par exemple, que ma fille touche pas à l'ampli, ou voilà. Comme ça, au moins, elle me dérègle pas ce qu'il y a à côté. Ouais. C'est un vrai plus pour moi, en tout cas. En tout cas, cette partie son, effectivement, si vous comptez utiliser uniquement le téléviseur sans système extérieur, mieux vaut se diriger vers cette série Sony, parce que sinon vous serez forcément déçu, quoi. Ou du moins, il faudra acheter Voilà, en il faudra y conséquence. adjoindre un système, ouais. Ouais, donc du coup, excellente transition, on va passer à notre dernière partie sur les références et offres du moment. D'ailleurs, ça va nous permettre de parler aussi des écrans courbes, parce qu'on n'a pas encore abordé ça, mais il est apparu donc cette année de nombreux écrans en courbe. C'est vrai que Patrice, du coup, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu pourquoi les constructeurs ont décidé de faire ça? Oh, pourquoi? J'ai ma petite idée, mais effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la technologie OLED notamment permet d'avoir une dalle émettrice de très faible épaisseur et par là même de pouvoir la former, donc d'avoir des écrans concaves ou convexes simple et peu coûteuse, ce qui est en LED. C'est pas impossible parce qu'on a même pu voir un 85 pouces LED, full LED d'ailleurs, courbe au CES chez Samsung. Mais bon, c'était un petit peu l'exploit technologique. Là, la technologie OLED, elle, permet de le faire. Et donc, évidemment, comme c'est facile, tous les constructeurs, mais absolument tous les stands avaient des écrans courbes pour montrer leur savoir-faire. Mais ce qui était devenu assez amusant, c'est que presque on s'attendait à un écran plat à un moment donné, tellement il y avait d'écran courbe. Donc, plus sérieusement, il y a probablement des chantres de l'intérêt éventuel que ça peut avoir. Bon, pour moi, il me semble qu'on en avait parlé dans le podcast tech suivant le CES. Chez les Coréens, je crois qu'il y avait un modèle courbe, mais qui pouvait passer plat aussi. Oui, tout à fait. Et c'était un proto, ça, je crois, mais... Chez Samsung, notamment, on a vu un écran courbe qu'on pouvait soi-même tordre, ou en tout cas déformer, pour rendre plat éventuellement. Bon, alors, on peut imaginer qu'avec un écran courbe, si on est pile dans l'axe de vision, on aura une vision périphérique un petit peu meilleure. Bon, honnêtement, c'est du blabla. Dans la réalité, on est, comme vous l'indiquait François tout à l'heure, généralement aux environs de 2 mètres de l'écran. Pour un 65 pouces, qu'il soit plat ou courbe, vous allez y voir exactement de la même manière. Et ça n'apportera aucun plus. Ça peut être un plus esthétique, mais il n'y a absolument pas d'intérêt technologique à cela, hormis que la technologie le permet. Mais bon, et donc on a pu voir, c'était chez Panasonic par exemple, où on avait une série d'écrans concaves et convexes qui se suivaient, donc on avait une vague d'écrans les uns derrière les autres. C'était assez sympathique, mais c'est quoi, c'était du OLED, ça, non? C'est du OLED, oui. Ah ouais, du OLED. Oui, je parlais d'OLED, bien sûr, puisque oui, en LED... Oui. En non, LED, non, c'est pas faisable. possible. Ouais, après. Dans des cas très, très particuliers et sur des écrans de grande taille, parce que pour pouvoir déformer le système LED et le rétroéclairage, il faut évidemment on a besoin un peu de place. Enfin, à ma connaissance, la seule démonstration qui a eu lieu, c'était un 85 pouces chez Samsung. Et je crois qu'il y a iSense aussi qui a, avec le ULED là. Oui, c'est possible. Ouais, un modèle en curve en LED. Bon, après, c'est un produit qui est pas encore sorti. Après, déjà, la marque est difficilement accessible en France. Bon, c'est une marque qui commence à arriver, donc... Alors, un autre avantage aussi des écrans courbes, c'est que du coup, on peut, dans un espace peut-être un peu plus restreint, rentrer un 55 pouces à la place d'un 50 pouces, du fait qu'on gagne un petit peu en espace. Donc ça peut être aussi une solution intéressante. Peut-être si on est limité au niveau de la place, après, il faut quand même mesurer, mais du coup, c'est vrai que, par exemple, si on est un peu coincé, ça pourrait être la solution à confirmer, en fait, selon les installations. Alors maintenant, on va passer à notre sélection des écrans. Alors on va commencer par une sélection Full HD et puis après on parlera des écrans UHD.
Du coup, François, toi qui es un peu spécialiste en la matière, quelles sont les références Full HD du moment? Ben, dans le LED, le plus vendu, c'est chez Samsung, le 6400 ouais, est pas mal populaire, je veux dire, pour son prix, son rapport qualité-prix, on va dire. Mais par contre, c'est un modèle qui arrive en fin de vie. On arrive à le trouver. Il y a quand même son remplaçant, hein, le 6005. Donc c'est le 6004 amélioré, après les tests. Ça reste quand même bon produit. Après, dans le Full HD, dans le plasma, ben, c'est le Pana, la gamme ST60. Alors, est-ce Pareil, qu'il en reste? Parce que c'est oui, ça la problématique. 46 pouces, c'est foutu, il n'y en a plus. Par contre, 50 pouces, 55 et 65, on arrive à en trouver encore. Et puis, du coup, si on trouve plus de ST60, il y a encore la gamme VT60. Pareil, on arrive à trouver 50, 55, 65. Et après, le ZT60, on arrive à trouver aussi des 65 pouces à la FNAC. Donc ça, c'est la série limitée chez Pana. Donc ouais. J'ai une petite préférence pour le placement de chez Pana. Ouais. Après, pour une question de budget, il y a, dans le rapport qualité-prix, on dira Samsung, comme 6004, 6005. Il y a d'autres marques, mais bon, on va dire c'est les deux marques les plus populaires dans Full HD. Du coup, on va peut-être plus se concentrer sur les écrans UHD, hein, Ouais. qui font un petit peu l'effervescence. Du coup, vas-y, je te laisse. Ouais, en fait, j'enchaîne, mais les écrans UHD ont commencé à arriver en 2013. Donc, du coup, il y a eu quand même pas mal de références en 2013. Par contre, avant d'acheter, il faut bien se renseigner avant de savoir si c'est une gamme 2013, 2014. Parce que du coup, les écrans 2014 sont mieux équipés en connectique pour l'avenir. Donc, bien faire attention à ce qu'on va acheter avant. Justement, précise-le un petit peu ça, la connectique. La connectique pour l'avenir, normalement, censé être l'HDMI 2.0. Tous les écrans de 2013 sont pas équipés de prise 2.0. Hein. Non, il y a que Sony, Pana, et puis il y a Samsung. Le F9000 n'est pas équipé. Par contre, on peut le mettre à jour via un kit évolutif. C'est un boîtier qui s'achète 400 € à peu près pour le mettre à jour. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il existe des constructeurs qui font des boîtiers déportés, qui permettent de déporter l'ensemble des connexions. D'ailleurs, ce boîtier évolutif, ce kit est évolutif, c'est un boîtier déporté justement qui se branche à l'écran et qui embarque l'électronique nécessaire, codage, tout ça. Donc voilà, la connectique plus le hardware en plus. Donc du coup, qui fait évoluer le produit dans le bon sens. Puis l'avantage aussi, c'est d'avoir, on va dire, deux câbles qui sortent de l'écran. C'est l'écran de branchement électrique et puis un câble qui part de l'écran qui va vers ce boîtier, ce qui simplifie largement les choses, quoi. Surtout pour ceux qui vont fixer au mur, on branche qu'une fois. Hein, du coup, après, on touche plus l'écran. Donc ça permet de manipuler en déporté, on va dire. Sur le boîtier déporté, pouvoir brancher ce qu'on veut. Ainsi qu'une certaine possibilité d'évolution. On a vu le cas notamment avec le boîtier et le système Samsung qui a été montré au CES en version UHD, donc, et avec des compressions HEVC intégrées. Pas d'origine dans ce boîtier, donc ils sortent une évolution du boîtier d'interconnexion qui passe le précédent et qui permet d'évoluer de nouvelles capacités de la connectique sans changer l'écran. Ouais, si on évolue sur la connectique, des codecs et puis un petit peu le hardware aussi, des codecs. Ouais, et puis, tout ça, donc, sur certainement le boîtier TNT, puisque sachant qu'il y a une nouvelle norme arrive, hein, le DVB-T2, qui permettra à l'avenir. Alors en France, je crois que ça doit arriver vers 2016-2018, donc on a le temps. Même si là cet été il y a des premiers tests. C'est quand même important de le prendre en compte, ça, hein, l'évolutivité des connectiques. Ouais. Mais après, les fournisseurs Internet, souvent, proposent toujours les fonctionnalités un petit peu à l'avance. Par exemple, on peut le voir avec les chaînes HD. Déjà, les box le proposent avant la TNT. La 3D, oui, mais en fait, sachant quand même, attention, tu vas vexer Patrice, sachant quand même que la qualité via ces boîtiers-là sont quand même... peut-être limitée. Ouais. Ça sera toujours un bon argument pour sortir une nouvelle Freebox Evolution ou un truc comme ça. Exactement. Pour ne pas citer cette box-là.
Du coup, François, quelles sont Ouais. les références en matière d'écran UHD? Donc, du coup, je déconseille, c'est pas que je déconseille des gammes 2013, parce que bon, là, on peut quand même faire de bons coups, mais bon, autant partir sur une gamme 2014 et qui est équipée pour l'avenir. En ref UHD, ce qui est pas mal parlé, on retrouve donc la gamme X9005B, B pour 2014, parce qu'il y avait une version A 2013. Donc là, on est chez Sony. Voilà, chez Sony, donc il faut bien faire attention pour la gamme X9005, la version A, c'est la version 2013, et que la B, c'est la version 2014. Donc cette gamme est équipée de bons haut-parleurs d'origine. Après la gamme X9005, il y a une gamme là qui va pas tarder à sortir aussi, c'est la gamme X8505. Ça sera une gamme en dessous, qui sera un peu moins haut de gamme. Et pour l'instant, bon, on connaît que les caractéristiques. On n'a pas on n'a pas de retour parce que c'est pas encore sorti. À suivre de ce côté-là. Chez Samsung, donc on a deux rêves de téléviseurs Ultra HD classiques et il y a deux références courbes. Donc pour les classiques, il y a la gamme 6900, un peu l'entrée de gamme. Mais déjà bien équipé, il me semblait, même pour de l'entrée de gamme. Oui, de toute façon, on va dire tous les modèles 2014 maintenant, que ce soit coréen ou japonais, déjà sont équipés de HDMI 2.0. Tous ces constructeurs-là équipent quand même leur écran très très bien. Donc on a le HU 1900, après on a le HU 7500 qui est très très bien. Donc là on a eu deux tests aussi là-dessus, si on a de bons retours au niveau des tests étrangers. En courbe on a quoi? On a le HU 8002 mais qui a été annoncé mais qui n'est pas encore sur le marché. Au-dessus, le haut de gamme chez Samsung, c'est le HU 8005, c'est l'écran en courbe. Le plus haut de gamme. Voilà, ouais, c'est le plus haut de gamme de chez Samsung. Donc pareil, les tests sont très très bons, que ça soit chez Sony, Samsung, il y a de très bons retours pour les versions haut de gamme. Chez Panasonic, la gamme AX800, de très bons retours là-dessus aussi. Et chez LG qui a quand même fait pas mal d'efforts aussi ces dernières années là et qui a, enfin, d'après les retours de Patrice et Ludovic, ont quand même fait une présentation exceptionnelle au CES. Est-ce qu'il y a quand même pas mal de références sympas? C'est facile, hein. LG, c'est ceux qui vont proposer en 2014 le plus de références. Alors, Ouais. c'est pour ça que c'est très 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 compliqué parce qu'on va dire on peut s'y perdre. Parce qu'en Ultra HD ils vont proposer du LCD LED et ils vont proposer aussi du OLED aussi en Ultra HD. Tout un tas de références, des tailles dans tous les sens aussi. On va dire de l'entrée de gamme, moyenne de gamme, milieu haut de gamme. Après il y a haut de gamme et après peut-être le OLED, le très haut de gamme. C'est un peu c'est pareil. J'ai effectué un comparatif là-dessus. Donc j'ai donc rassemblé toutes les références de toutes les marques 2014, d'essayer de voir un petit peu plus clair. Pour l'instant, les seuls tests qu'on a d'écran, c'est chez Sony, Samsung, Panasonic et LG. Non, on n'a pas encore de retour. De toute façon, qu'on achète Sony, Samsung ou Panasonic, je pense pas qu'on peut être déçu là, à l'heure actuelle. C'est très très bon produit. De toute manière, on invite nos auditeurs à venir faire un tour sur la partie UHD d'HCFR. Et puis là, ils retrouveront un maximum de références et puis ils pourront également demander des conseils si jamais ils ont des doutes. Ouais, c'est pareil, il y en a pour tous les budgets. Ouais, il y a toutes les tailles, tous les budgets. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Il y a énormément d'offres de remboursement. Donc effectivement, on peut arriver avec toutes ces ODR à des prix qui sont relativement corrects quand même. En UHD, c'est facile, hein, ça part de 500 € à 8000 €. Donc il y en a, et puis selon la taille et selon ce qu'on prend. Pour nous donner un ordre d'idée, un 50 pouces UHD aujourd'hui chez un constructeur comme Sony ou Samsung, on peut en trouver en combien à peu près? Par exemple, un 50 pouces UHD chez Samsung, un HU 6009, on le trouve à 1140 €. Donc ça reste quand même des prix accessibles, quoi. C'est vrai qu'au niveau prix, on se rapproche quand même assez près du Full HD, hein, haut de gamme, quoi. Ouais. Donc dans cette catégorie de prix-là, il vaut mieux à la limite passer à un écran UHD plutôt que de se contenter du Full HD.
Ben ouais, c'est vrai que le gain y est quand même par rapport au Full HD, donc autant partir là-dessus, hein, c'est clair. Patrice, peut-être est-ce que tu as quelque chose à dire en conclusion? Non, simplement que le marché des écrans est maintenant extrêmement mature. On peut le voir d'ailleurs sur HCFR avec la partie image qui est extrêmement populaire côté écran plat parce qu'on a maintenant une pléiade de produits meilleurs les uns que les autres avec des tailles de plus en plus importantes et un rendu image très bonne facture, très intéressant à la fois en termes qualitatifs côté image et puis surface, puisque maintenant avec 60, 65 voire plus, on a quand même une très grande taille. Ouais, et peut-être du coup, Patrice, un coup de gueule sur la vidéoprojection 4K qui est quasi inexistante à des prix corrects, on va dire. C'est la première fois dans l'arrivée des technologies et dans les évolutions techniques qu'on a pu connaître dans le passé où la nouvelle génération, donc à l'occurrence le 4K UHD, ne démarre pas côté projection, puisque côté projection, bon, même si il y a quand même sorti maintenant 3 modèles 4K, enfin il y a eu 3 évolutions de leur modèle 4K, donc ils sont quand même présents là-dessus, mais c'est un marché quand même très restreint, les autres constructeurs ne sont pas encore dessus, alors que côté écran plat, maintenant on en a quand même plusieurs dizaines de références possibles en HD. C'est la première fois hein, pour les autres, le passage en Full HD c'était fait d'abord en vidéoprojection et là on a un recul. C'est probablement c'est évidemment lié aux contraintes hein, parce qu'il faire des matrices 4K de la taille de celles qui sont dans les projecteurs, c'est quand même pas tout à fait la même chose qu'une dalle écran, hein, ça joue quand même, la technologie est quand même assez complexe. Mais aussi, probablement, les constructeurs ne sont pas fous à un certain désintérêt qui a quand même ses contraintes. Hein. Les gens se tournent vers les écrans, qui sont plus faciles à mettre en œuvre. Même si, néanmoins, sur un écran, il commence à être compliqué de dépasser les 2 mètres. Donc, toujours assez loin de l'immersion qu'on peut avoir. Avec un vidéoprojecteur, ouais, exactement. Bon, super. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de la question. Si vous souhaitez changer d'écran et que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le forum HCFR. Toute l'équipe Image vous accueillera avec grand plaisir et vous guidera, notamment pour vous retrouver parmi le nombre impressionnant d'offres de remboursement des différents constructeurs et des différents vendeurs. C'est facile, il y a toutes les marques hein, qui proposent pratiquement toutes les marques là. Ouais. Bon, oui, avec la Coupe du Monde de football, forcément. Là, ouais, c'est vraiment intéressant. Par exemple, moi, il y avait pour mon téléviseur, là, il y a une chance sur 5 de gagner une PlayStation. Donc j'ai joué et puis j'ai gagné. Quoi. Voilà, c'est génial. Donc là, je renvoie les papiers. Normalement, je devrais recevoir une PS4. Donc c'est génial. Mais bon, en fait, chaque constructeur propose souvent une offre de remboursement. Donc ça va de 200 à 500 euros. Donc il y a des affaires à faire. Et j'ai presque envie de dire que c'est quand même un moment assez intéressant pour acheter son téléviseur. Souvent on vous dit attendez, réfléchissez un petit peu. Là peut-être que effectivement il vaut mieux se jeter sur les offres maintenant. Mais pour s'y retrouver, surtout n'hésitez pas à demander conseil sur HCFR où vous trouverez vraiment une super équipe. On en a fini avec cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se donne rendez-vous le mois prochain pour continuer notre périple dans le monde du home cinéma et de ses technologies. Merci Patrice. De rien. À très bientôt. Merci François. Pas de quoi, ça m'a fait plaisir. Et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao. À la prochaine, salut. Salut.